avançait sans effort apparent, glissant sur une mer exceptionnellement calme. La surface de l'eau ne formait presque aucune vague. À certains endroits, on aurait pu croire qu'elle avait la texture d'un miroir sombre, si lisse qu'elle reflétait les étoiles comme un lac immobile. Le paquebot, illuminé sur toute sa longueur, ressemblait à une ville flottante. Il y avait quelque chose d'impressionnant dans sa silhouette, dans ses centaines de fenêtres allumées, dans ses ponts superposés qui donnaient l'impression de naviguer à bord d'un monde entier. Les passagers ne se lassaient pas de le dire. On n'avait jamais vu un navire aussi grand, aussi moderne et aussi sûr. L'idée qu'il était insubmersible planait presque naturellement dans les conversations. Personne n'imaginait que ce voyage deviendrait l'un des plus célèbres de l'histoire. Dans les étages les plus élevés du navire, la soirée touchait doucement à sa fin. Les passagers de première classe sortaient du dîner, encore enveloppés par les parfums et la chaleur des salons décorés dans un style qui rappelait les grands hôtels européens. Le grand escalier, avec sa rampe en chêne sculptée et sa grande verrière, restait le lieu où l'on aimait flâner. La lumière y tombait doucement, diffuse, presque dorée, donnant une impression de calme et de douceur. Certaines dames montaient et descendaient les marches en parlant à voix basse, leurs longues robes frôlant les marches polies. Dans le fumoir, réservé aux messieurs, les dernières parties de cartes se poursuivaient. On y sentait un mélange de cuir, de tabac et de bois ciré. Des rires étouffés s'y mêlaient au cliquetis des jetons. Des quotas de fortune changeaient de main comme si rien ne pouvait perturber cette légèreté. Et puis, il y avait ceux qui préféraient s'installer dans les salons plus calmes. Certains lisaient, d'autres écrivaient des lettres destinées à être postées dès leur arrivée en Amérique. Le navire vibrait légèrement, juste assez pour rappeler qu'on se trouvait au milieu de l'Atlantique. Plus bas, les passagers de deuxième classe profitaient d'un confort auquel ils n'étaient pas habitués. Le Titanic avait été conçu pour impressionner toutes les catégories de voyageurs. Les cabines étaient bien éclairées avec de vrais lits, des draps propres et des petits bureaux. Dans les salons, on discutait calmement de la traversée, de l'Amérique, de projets à venir. Pour beaucoup, traverser l'Atlantique dans de telles conditions était un privilège inespéré. Sur le pont arrière, là où les passagers de deuxième classe avaient accès, le froid était vif mais supportable. Quelques voyageurs observaient les étoiles, étonnés par la clarté du ciel. On distinguait la Voie lactée comme si elle avait été peinte directement au-dessus des cheminées du navire. Dans les zones de troisième classe, l'ambiance était différente mais tout aussi vivante. Les couloirs étaient plus bruyants, les chambres plus petites, mais la chaleur humaine y était évidente. Des familles entières venaient d'Europe pour tenter une nouvelle vie. Des Irlandais fuyant la pauvreté, des Italiens cherchant du travail, des Scandinaves espérant rejoindre leurs proches installés aux États-Unis. Le soir, on partageait des repas simples autour de longues tables. On parlait en mélangeant les langues, on riait parfois, on échangeait des histoires du pays. Certains avaient même apporté un accordéon ou un violon et on entendait parfois quelques notes résonner dans les couloirs. Pour beaucoup, cette traversée représentait l'espoir. Et cet espoir, pour eux, valait bien plus que les dorures de la première classe. En montant vers les ponts extérieurs, l'atmosphère changeait brusquement. Le froid devenait plus intense, mordant. La mer était si plate qu'il n'y avait presque aucun bruit, à part celui du vent léger qui glissait le long des rambardes. Les rares passagers sortis cette nuit-là remarqueront plus tard un détail étrange. Il n'y avait pas de lune. Le navire semblait se déplacer dans un noir presque total. Éclairé
Les couloirs s'étaient vidés, les portes se fermaient une à une, et seul le ronronnement régulier des machines continuait de vibrer dans le sol. Absolument rien ne laissait penser que la nuit se terminerait autrement que par un lever de soleil calme. Les lumières étaient encore allumées dans quelques salons. Les derniers musiciens rangeaient leurs instruments et les patrouilles du navire faisaient leur ronde habituelle. Pour les passagers, c'était une nuit comme les autres, une nuit de plus dans un voyage qui devait être inoubliable, mais pas pour les raisons qu'ils s'imaginaient. Dans l'immense océan, le Titanic avançait droit devant lui, sûr de sa route. Il entrait doucement dans la dernière nuit de sa courte existence. Le Titanic avançait toujours porté par la puissance régulière de ses machines. Dans les profondeurs du navire, les chauffeurs alimentaient les chaudières à un rythme presque hypnotique. Au-dessus d'eux, dans les cabines, les passagers dormaient d'un sommeil paisible, bercés par les vibrations du paquebot. Sur les ponts supérieurs, le silence avait pris une ampleur presque irréelle. Le vent lui-même semblait avoir disparu. Il ne restait que ce froid particulier, sec, coupant, un froid qui s'infiltrait dans les vêtements et piquait la peau. Les étoilelles brillaient toujours avec une intensité remarquable. On aurait pu croire qu'elles avaient été rapprochées du monde, tant leur éclat se reflétait dans l'eau noire. Pour les quelques promeneurs nocturnes, l'instant avait quelque chose d'étrange, presque mystique. Tout en haut du mât avant, dans le nid de pie, deux silhouettes veillaient. Frédéric Fleet et Réginald Lee, les vigies de service, scrutaient l'obscurité. Ils n'avaient pas de jumelles, un oubli malheureux, fruit d'un changement de personnel avant le départ, et devaient se contenter de leurs yeux, fouillant ce noir sans repère. Ils savaient très bien qu'en cette saison, les glaces descendaient souvent plus au sud. Ils savaient aussi que la mer trop calme rendait les icebergs difficiles à repérer. Pas de vagues pour se briser à leur base, pas de blanc lumineux sur le sommet, juste des masses noires flottant dans la nuit. Malgré cela, la veille se déroulait comme d'habitude. Les deux hommes parlaient peu, ils restaient simplement attentifs, serrés dans leurs manteaux, écoutant le navire respirer sous eux. Sur la passerelle, l'air était glacé. Les officiers consultaient régulièrement les relevés de position, discutaient d'entre eux, observaient les cadrans. La mer plate donnait confiance, et même si plusieurs messages d'alerte concernant des icebergs avaient été reçus dans la journée, la décision semblait claire. Le Titanic continuerait à pleine vitesse. Plus de 22 nœuds, une allure impressionnante pour un navire de sa taille. Pour certains officiers, c'était normal. Le Titanic effectuait son voyage inaugural et la White Star Line tenait à prouver que son paquebot était le plus moderne, le plus majestueux, le plus rapide de sa flotte. Le capitaine Smith, lui, se reposait. Sa longue expérience le rendait confiant, peut-être trop. À mesure que la nuit avançait, la température continuait de descendre. On descendait sous les zéros, puis encore un peu plus. L'air piquait les lèvres, mordait le nez, s'accrochait aux vêtements. Les rares passagers, encore éveillés, préféraient rentrer dans les salons. La vie du navire se réduisait à quelques couloirs éclairés, à quelques voies feutrées au pas régulier des marins en ronde. Dehors, l'océan semblait figé. Pas une ride, pas un souffle. Un calme qui n'était pas naturel. Un calme qui serait souvent mentionné par les survivants, comme si la mer entière retenait son souffle. À 23h40, dans le nid de pie, l'instant passa comme un choc silencieux. Frédéric Fleet sentit son cœur se serrer. Devant lui, dans la masse noire du ciel, une forme se détachait. Une forme immense, plus sombre encore que la nuit elle-même. Un mur, iceberg droit devant. Son cri déchira le calme, résonnant dans les tubes acoustiques qui descendaient jusqu'à la passerelle. L'ordre fut donné aussitôt, barre à tribord, machine arrière toute. Le navire réagit, mais il
froissement long, comme si la coque avait effleuré quelque chose de dur et de gigantesque. Certains passagers sentirent une légère vibration, d'autres rien du tout. Le Titanic semblait toujours naviguer normalement, mais dans ses flancs, l'eau s'engouffrait déjà. Dans la salle des machines, plusieurs hommes avaient entendu le son. Ils avaient senti une secousse imperceptible. On échangea quelques regards, mais personne n'imagina le pire. Sur les ponts, quelques personnes sortirent la tête de leur cabine. Une dame raconta plus tard avoir cru que le navire avait roulé sur un léger banc de sable. Un autre plaisanta en parlant d'une manœuvre maladroite. Personne ne parlait encore de danger. Personne n'avait la moindre idée de ce qui se jouait sous leurs pieds. Sur la passerelle, l'officier Murdoch resta immobile quelques secondes, le regard fixé sur la mer. Il venait d'éviter la collision frontale, mais le flanc bâbord avait été ouvert en plusieurs points. L'iceberg, lui, s'éloignait déjà dans l'obscurité gigantesque, silencieux comme un fantôme blanc disparaissant dans la nuit. Le Titanic poursuivait sa route. Aucune alarme n'avait été déclenchée. Seul un frisson parcourait certaines équipes techniques, une sorte d'instinct. Et dans les profondeurs du paquebot, là où l'eau commençait à envahir les premiers compartiments, l'équilibre du destin venait de basculer. Le plus grand navire du monde avait été blessé, et il le découvrirait quelques minutes plus tard. Thomas Andrew, l'architecte du Titanic, descendit dans les premiers compartiments inondés. Son regard, habitué aux moindres détails, comprit immédiatement ce que personne n'avait osé imaginer. Les cloisons étanches étaient submergées les unes après les autres. L'eau avançait trop vite, trop haut. Quand il remonta sur la passerelle, son visage n'avait plus rien de l'ingénieur fier du voyage inaugural. Il murmura simplement « Le Titanic va couler, c'est une certitude. Il ne lui reste qu'une heure, peut-être deux. » Aucun cri ne suivit. Les officiers restèrent silencieux. La nuit, elle, continuait d'être d'un calme irréel. Plutôt qu'une panique générale, le début fut étrange, presque ordonné. Les membres d'équipage parcouraient les couloirs, frappant aux portes avec une politesse presque irréelle. « Messieurs, dames, veuillez prendre vos gilets et monter sur les ponts. Ce n'est qu'une précaution. » Certains passagers s'habillèrent tranquillement, pensant à un exercice. D'autres sortirent, juste pour voir ce qu'il se passait, sans réelles inquiétudes. Les couloirs étaient encore chauds, éclairés, sécurisants. Impossible d'imaginer que plusieurs mètres plus bas, la mer s'infiltrait comme une bête patiente. En arrivant sur les ponts extérieurs, beaucoup furent surpris. Le froid était mordant, un froid qui coupe la respiration. La mer noire reflétait les étoiles, mais aucune trace de terre, aucune vague. Juste un silence absolu. Les canots pendaient encore, immobiles. Ils semblaient trop petits, presque fragiles à côté de la masse majestueuse du Titanic. Et pourtant, ils étaient la seule chance. Le capitaine Smith, le visage grave, donna ses ordres. Les femmes et les enfants d'abord. L'équipage obéit, mais avec hésitation. Personne n'avait jamais pratiqué une telle évacuation grandeur nature. Certains officiers ne comprenaient pas encore la gravité de la situation. Parmi les premières familles, beaucoup hésitaient. Comment quitter un navire si immense, si confortable pour monter dans un canot étroit, glacé, suspendu dans le vide? Le Titanic ne tremblait pas, ne penchait presque pas. Il semblait juste immobile, comme s'il refusait d'admettre ce qui se passait. Résultat, les premiers canots partirent à moitié vides. 30 personnes pour un canot prévu pour 65. En contrebas, l'eau montait pourtant, lentement mais sûrement. À un moment où le désordre aurait pu gagner, une chose presque miraculeuse se produisit. Les musiciens du Titanic sortirent sur le pont avec leurs instruments. Ils se placèrent près de la rotonde, là où le vent était un peu moins fort, et ils jouèrent. Des mélodies douces, lentes, presque familières, pas pour divertir,
masquer la peur, juste pour maintenir un fil fragile entre le calme et l'inévitable. Beaucoup s'arrêtèrent pour les écouter, d'autres continuaient de chercher un canot, mais la musique offrait une étrange consolation, comme si elle rappelait que l'humanité pouvait encore exister, même au cœur de la nuit la plus froide. Vers 1h30 du matin, le navire commença enfin à montrer sa blessure. Il s'enfonçait lentement par l'avant, presque imperceptiblement d'abord, puis un léger angle se fit sentir. Ce fut à cet instant que les passagers comprirent. Le Titanic, le géant d'acier, n'était plus maître de lui-même. Les regards changèrent, les mouvements devinrent plus rapides. On ne parlait plus d'exercice, on parlait de survie. Les marins tentaient de charger les dernières embarcations avec le plus de monde possible. Certains hommes étaient refusés, d'autres suppliés, d'autres encore se résignaient d'un simple mouvement de tête. À l'arrière, plusieurs jeunes couples se tenaient par la main. Ils avaient décidé de ne pas se quitter. « Nous sommes montés ensemble, nous descendrons ensemble », murmura l'un d'eux. Personne n'eut le courage de les contredire. Le capitaine Smith, lui, se fondit dans la foule silencieuse. On raconte qu'il aida à remplir un canot, puis partit seul vers la passerelle. 3. Immobile. Il ne reparaît plus. Vers 2h10, le pont avant était entièrement sous l'eau. Le froid devenait insupportable, mordant la peau comme des aiguilles. Des bruits sourds résonnaient dans la coque, des fissures, des craquements métalliques. Le Titanic souffrait. Les lumières vacillèrent une première fois, puis une deuxième. Enfin, elles s'éteignirent d'un coup, plongeant le navire dans une obscurité totale. Un silence bref, puis un grondement colossal. Les passagers virent l'arrière du navire se soulever, lentement, comme si le Titanic tentait une dernière fois de se hisser vers le ciel. Les hélices apparurent, brillantes sous la lune. Le géant se dressa, puis céda. La coque se brisa. Une partie plongea dans l'abîme, l'autre la suivit quelques secondes plus tard. Puis il n'y eut plus rien, juste l'océan immense, le froid et le silence. Dans les canaux, des silhouettes regardaient vers le noir, incapables de parler. Elles avaient assisté à la fin d'un titan, la fin d'un rêve d'ingénieur, la fin d'une promesse d'invincibilité. La mer, elle, resta calme, aussi calme qu'au début de la nuit, comme si tout cela n'avait été qu'un souffle. Lorsque les premières lueurs de l'aube se levèrent, la mer semblait paisible, presque indifférente à ce qu'elle avait englouti quelques heures plus tôt. Le Titanic n'était plus qu'un souvenir, dissous sous un ciel rose et silencieux. Au loin, un point noir apparut sur l'horizon. Le Carpathia, un paquebot qui avait détourné sa route dès qu'il avait reçu les appels de détresse. Il avança à toute vitesse, bravant les glaces, les courants, la nuit entière. À son arrivée, l'équipage découvrit une scène irréelle. Des canots isolés, dérivant doucement, où des silhouettes recroquevillées attendaient dans un silence épuisé. On les hissa à bord un par un. Certains pleuraient sans bruit, d'autres ne regardaient même plus la mer. La plupart tremblaient de froid, mais aussi de ce qu'ils avaient vu, entendu ou perdu. Sur les 2240 personnes qui avaient embarqué à Southampton, seuls environ 710 furent sauvés. Plus de 1500 disparurent dans la nuit glaciale. Une chose frappa immédiatement les secouristes. Dans les canots, les passagers de première classe étaient nombreux, ceux de troisième, terriblement rares. Les riches, proches des ponts et des issues, avaient atteint les canaux plus facilement. Les autres, éloignés, retenus par des couloirs confus ou simplement ignorés dans le chaos, n'avaient pas eu cette chance. Le Carpathia recueillit les survivants jusqu'au dernier, puis mit le cap vers New York. À bord, les passagers sauvés se serraient en petits groupes, incapables de parler de la nuit qu'ils venaient de traverser. Et pendant que le navire avançait, la mer derrière eux se refermait doucement, comme si elle voulait effacer toute
traces du géant qu'elle avait englouti. C'est ainsi que s'acheva la dernière nuit du Titanic, dans le froid, la lumière naissante et le silence d'un monde qui est réalisé soudain que même les rêves les